Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui évidemment pour faire un bilan de mes lectures du mois de septembre et aussi un petit aperçu de ma pile à lire d'octobre et un petit point sur mes challenges lecture. Et d'ailleurs, on va commencer par ça. En septembre, j'ai lu 8 titres, dont un en anglais et un autre en version audio. Sur ces 8 titres, il y a malheureusement eu un abandon, mais j'ai aussi terminé une série et figurez-vous que je n'en ai commencé aucune. Petite victoire. Donc je vais vous en parler plus en détail évidemment, mais sur ces 8 titres, il y en avait 2 en lecture commune. Une avec Olivia de la chaîne Living Books et la seconde avec le Book Club où on lit chaque mois un tome du Royaume des Anciens, cette série à rallonge de Robin Hobb qui contient 36 tomes. J'ai aussi lu l'un des romans du Reese's Book Club, donc j'avance là-dessus aussi. Le roman qui avait été choisi pour le Music and Book Challenge du mois de septembre a aussi été lu. Et enfin, l'un des titres fait partie de mon petit challenge Babelio 2025 et un autre de mon challenge Best of Booktube 2024. En septembre, malheureusement, je n'ai pas lu de non-fiction, donc j'ai pas avancé là-dessus. Je n'ai pas lu de classique non plus. Et il n'y a aucun titre qui rentre dans mon challenge Année de la mer 2025. Mais bon, je peux pas avancer sur tous les challenges en même temps non plus. Oui, j'essaye de me déculpabiliser. Et on va rentrer évidemment dans le vif du sujet plus en détail sur ces 8 lectures. Et comme d'habitude, je vais y aller par ordre chronologique. Le premier roman que j'ai lu, que j'ai terminé au mois de septembre, c'était Le temps d'un été d'Abby Jiménez. Je vous en ai déjà parlé en détail puisqu'il fait partie de ma vidéo Best of Booktube 2024 qui est sortie il y a quelques temps déjà. Mais on est ici dans une série de romances contemporaines où on peut lire les tomes indépendamment les uns des autres. Et c'est tant mieux puisqu'ici c'est le tome 3 et je n'ai pas encore lu le tome 2 puisqu'il n'existe pas encore en français. Vraiment, je vais pas rentrer dans les détails pour ce roman parce que j'en ai parlé en long, en large et en travers dans le vlog qui lui est dédié. Mais sachez simplement que j'ai adoré et c'était la deuxième fois que je lisais Abby Jiménez, la deuxième fois que c'était un coup de cœur. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, je vais lire tous les Abby Jiménez qui vont sortir en français et il y a de très fortes chances que je les apprécie tout autant. C'était mignon, c'était rafraîchissant, mais c'est aussi assez profond puisque dans ce roman aussi, on alterne les points de vue entre le personnage féminin et le personnage masculin et c'est un gros point fort pour moi d'avoir le point de vue du personnage masculin, pas seulement en tant qu'intérêt amoureux mais en tant que personnage central. J'ai adoré les voir évoluer en tant qu'individu mais aussi en tant que couple et les sujets qui sont abordés sont vraiment hyper intéressants. Si vous avez le moindre doute avec Abby Jiménez, franchement foncez, que ce soit avec celui-ci ou avec le premier de cette série, Ton monde est le mien. Allez-y les yeux fermés. Et petite précision, il y a très peu de scènes épicées et il y a beaucoup de bienveillance. Comme ça vous le savez. Moi c'est ce qui fait que je me régale. Donc première lecture terminée de septembre, un 5 étoiles. Oui, parce que maintenant je vais essayer de donner des notes à mes lectures. C'est pas gagné, mais je vais essayer. Olivia du montage qui tape l'incruste pendant quelques instants parce qu'elle se rend compte qu'elle a oublié d'inclure un livre dans son bilan lecture et non des moindres puisque c'était l'adaptation BD de Fahrenheit 451 de Victor Santos et c'est le premier titre qui sort dans la collection Itac des éditions ActuSF dont je suis partenaire. Et si j'ai oublié de vous en parler, c'est tout simplement parce que comme je l'ai lu en une seule session de lecture, je me suis posée une fois et je l'ai bouffé parce que format BD, donc forcément ça se lit vite. J'ai oublié de le mettre dans mon sommaire des lectures de l'année, j'ai oublié de le mettre dans mon sommaire des lectures mensuelles, et même sur Babelio, j'ai oublié de noter la date à laquelle je l'ai lu. J'ai mis la note, j'ai mis ma critique, mais j'ai oublié de mettre la date. Donc forcément, c'est passé à la trappe quand j'ai filmé mon bilan lecture. Donc je tape l'incruste quelques instants pour vous en parler. Vous vous en doutez déjà. Format BD, donc malheureusement, c'est pas forcément pour moi. Je vous avoue que c'était un service presse non sollicité. Les éditions ActuSF m'avaient parlé de cette sortie, je leur avais dit hyper intéressante, mais je l'avais pas demandé. Ils me l'ont envoyé quand même. Ça ne m'a pas empêché de le découvrir très rapidement parce que Fahrenheit 451, le roman de base de Ray Bradbury, eh bien ça fait un moment que je veux le découvrir et il fait même partie de la sélection des banned books que je propose une fois par trimestre sur le Discord qui est associé. Pareil, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo comme d'habitude. Et c'est un roman que je n'ai jamais découvert, donc je me suis dit maintenant j'ai la BD adaptée entre mes mains. Je vais me lancer. Et si vous ne connaissez pas encore Fahrenheit 451, c'est un roman dystopique dans lequel on va suivre Guy Montag, qui est notre personnage principal, ici sur la couverture. Et comme vous le voyez, il manie le feu. Il est pompier. Le problème, c'est que dans notre monde à nous, les pompiers sont censés éteindre les feux.
Ici, les pompiers, ils allument les feux, et ils allument les feux pour brûler les romans. Tout ce qui n'est pas politiquement correct pour la société, ça crame. Et jusqu'à présent, notre pompier, il s'est pas trop posé de questions quant à son rôle dans la société. Il brûle ses livres, il pense faire le bien. Et un beau jour, notamment par une rencontre, il va commencer à se poser des questions sur les besoins de la société, les possibles manipulations des gens qui ont du pouvoir. Est-ce que c'est vraiment très intelligent de cramer et d'effacer toute connaissance, tout savoir, juste parce que ça ne plaît pas forcément? Donc forcément, c'est ce qu'on va découvrir ici. Et comme je vous le disais, comme j'ai jamais lu le roman, je ne peux pas vous dire à quel point la BD est fidèle au roman, mais je pense que c'est vraiment le cas. Et moi, ce que j'en retiens de ce titre, malgré le fait que ça ne m'a pas convaincue du fait que c'est une BD, une bande dessinée, j'ai toujours un petit problème avec les bandes dessinées parce que je trouve que c'est jamais trop approfondi, qu'on a parfois des raccourcis au niveau de l'intrigue, de l'histoire, et qu'on a plus les détails de façon visuelle que de façon textuelle. Et c'est quelque chose que personnellement j'apprécie pas forcément, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui préfère les BD. Bref, comme je vous le disais, si j'ai qu'une seule chose à retenir de cette adaptation, c'est qu'elle m'a donné extrêmement envie de sortir de ma pile à lire le roman éponyme, que j'ai pas vraiment dans ma pile à lire, mais que je compte emprunter et découvrir un jour. Et je vous avoue que la priorité est un petit peu, beaucoup, remontée d'ailleurs, sur ce roman. Et finalement, je pense que c'est le plus important via cette bande dessinée, via ce service presse, c'est de donner l'envie de découvrir ce classique de la littérature dystopique, et d'autres classiques même, et surtout faire comme notre pompier Guy Montag, élargir notre sens critique. Je vais profiter de ce plan rapproché pour vous montrer quelques planches. Donc voilà, là on est au début, première partie, il y a plusieurs parties, et j'avoue que comme je connaissais pas l'histoire, je savais pas trop où on allait, et j'ai été surprise. Quelques planches supplémentaires avant de passer au reste de la vidéo. Dans tous les cas, pour moi, c'est un 3 sur 5, ce qui est vraiment pas mal pour une bande dessinée, parce qu'encore une fois, c'est pas forcément un format que j'apprécie. Mais je trouve que le message délivré ici est vraiment trop important pour se fier uniquement au support via lequel on découvre cette histoire. Dans tous les cas, une adaptation qui rend extrêmement abordable l'intrigue de cette histoire, ce classique de la littérature dystopique, et surtout le message qu'il renvoie. Bref, n'hésitez pas à découvrir cet album de Victor Santos, et peut-être même bientôt vous plonger dans la lecture du roman éponyme. Le deuxième titre que j'ai terminé au mois de septembre, ou du moins que j'ai commencé en septembre, ou du moins le deuxième titre que j'ai commencé en septembre, mais je l'ai étalé sur la longueur puisque je lis un chapitre par jour. J'essaye de me tenir à ce rythme parce que c'est celui que je propose pour le book club justement. Si vous ne le savez pas encore, sur Discord, j'ai créé un serveur dédié à la lecture mensuelle d'un tome de Robin Hobb qui s'inscrit dans cette série à rallonge qui est Le Royaume des Anciens. Donc je vous mets à l'écran le récapitulatif des 36 tomes que contient Le Royaume des Anciens, et écoutez, au mois de septembre, on terminait le premier cycle qui compose cette série. On a donc terminé le tome 6, La Reine Solitaire, et j'ai donc officiellement terminé ma deuxième intégrale de cette série. Je suis super contente parce que c'est des gros pavés, mais il y a le petit découpage ici, toujours avec mes petits stickers. Et donc en septembre, on a terminé le troisième tome de cette deuxième intégrale. On a terminé le sixième tome et on a terminé évidemment le premier cycle. Et je me suis régalée comme d'habitude. Difficile de vous en dire plus parce que c'est un tome 6 évidemment, mais sachez que même si je me suis régalée, il y a certaines petites choses qui m'ont un peu embêtée, notamment sur la fin, où j'ai trouvé que la conclusion venait un peu rapidement, comparé à tout ce qui se passe dans les 5 premiers tomes, où c'est quand même assez long, on prend son temps, on va dans le détail de ce qui se passe, mais aussi le détail de la psychologie des personnages. C'est ça qui était vraiment intéressant aussi. Et j'ai trouvé que là, sur les derniers chapitres, on allait finalement assez vite. Et d'ailleurs, j'avais tellement pris l'habitude de la longueur des 5 premiers tomes et même d'une partie du 6e tome, j'étais tellement habituée à ça que je m'attendais pas du tout à ce qu'on conclue l'intrigue des Pirates Rouges qu'on a ouvert avec le premier tome. Je pensais réellement que les Pirates Rouges, ça allait être un fil rouge finalement sur toute la série du Royaume des Anciens. Et on a une conclusion ici avec le tome 6. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les cycles suivants. Je veux vraiment découvrir au fil des lectures. Mais j'étais un petit peu déçue de voir que c'était terminé avec ce tome 6 et c'était terminé assez rapidement.
Par contre, on a aussi une conclusion avec les personnages qu'on rencontre et les personnages avec lesquels on évolue durant ces 6 tomes. Et j'ai trouvé ça extrêmement beau, pas forcément satisfaisant pour tout le monde, et finalement vraiment réaliste. J'avoue que j'ai versé ma petite larme à la fin, de par la dernière ligne, la dernière phrase de ce tome 6. La dernière phrase de cette deuxième intégrale, qui hors contexte ne veut pas dire grand chose, mais une fois que vous avez lu les 6 tomes et que vous lisez cette dernière phrase, ça a été très émouvant. D'ailleurs j'ai les larmes qui reviennent, je sais pas si vous voyez là à l'écran, mais j'ai les larmes qui montent parce que c'était très beau, très touchant. Incroyable série, incroyable série. J'ai hâte de découvrir la suite parce que évidemment on continue notre lecture commune et je sais que tôt ou tard on va retrouver Fitz, le personnage principal de ces 6 tomes là. Je sais qu'on va le retrouver dans un autre cycle. J'ai hâte et en même temps j'ai peur de ce qui peut lui arriver dans les tomes suivants. En tout cas, grosse régalade ici, malgré ces petits bémols que je viens de soulever. Vraiment, je regrette pas du tout de m'être lancée dans l'aventure de cette découverte parce que c'est incroyable. Je me régale toujours du style d'écriture de Robin Hobb, de sa façon d'explorer les intrigues, la psychologie des personnages. C'est incroyable, incroyable. Et pour ce tome-là, je pense que je mettrai la note de 4,5 sur 5. Je suis déjà tombée sur des booktubeurs, des booktubeuses qui relisent ces cycles-là, qui relisent Le Royaume des Anciens, qui le connaissent par cœur et qui ne s'empêchent pas de les relire. Et au début, je comprenais pas trop pourquoi on avait tant envie de relire ces livres. Mais maintenant que j'ai terminé, ne serait-ce que ce premier cycle, je comprends pourquoi, parce que si j'avais pas une pile à lire monumentale, si j'avais pas des envies de lecture dans tous les sens, je reviendrais assez régulièrement vers Robin Hobb et vers ce cycle-là parce que... magnifique. Magnifique. Incroyable. Si vous ne devez lire qu'une seule série d'Heroic Fantasy, c'est celle-ci. Donc, l'Assassin Royal et le tome 6, La Reine Solitaire, c'était l'une de mes lectures communes du mois, et la seconde, c'était Dark Matter de Blake Crouch, que j'ai lu en lecture commune donc avec Olivia de la chaîne Living Books. On s'est motivé à sortir quelques titres qu'on a en commun dans notre pile à lire, et ce sont aussi des titres qu'on s'était dit qu'on allait lire cet automne. Donc, on s'est dit pourquoi on les lirait pas ensemble, ça nous met un coup de boost, et en plus on peut partager nos avis, nos opinions en même temps. Et donc le premier livre qu'on a choisi pour lecture commune, c'était Dark Matter, ici présent. Un roman que je traîne dans ma pile à lire depuis un an, je dirais. Et c'était la deuxième fois que je lisais Blake Crouch. La première fois, je l'ai découvert l'année dernière, il y a 1 an et demi même, puisque c'était tout début 2024, et c'était avec sa série Wayward Pines. Une trilogie que j'avais dégommée tellement ça se lit tout seul, ça se dévore. 3 tomes que j'ai lus à chaque fois en maximum 2 jours. Et si j'avais pas été en pleine saison, en plein travail, sachez que Dark Matter aurait subi le même rythme. J'étais ravie de retrouver la plume addictive de Blake Crouch ici dans un one-shot qui donc se dévore. Il fait 400 pages, un petit peu plus, 410, 415 à tout casser, mais il est impossible à lâcher. Et dans celui-ci, on va suivre un personnage qui s'appelle Jason, qui était scientifique assez talentueux et qui, à la suite d'un événement personnel qui est raconté ici assez rapidement mais que je vous laisse découvrir, il a décidé de laisser tomber sa carrière de scientifique et il est devenu prof de sciences. On le rencontre et lorsqu'on le rencontre dans le premier chapitre, c'est un homme comblé. Alors certes, il est prof de sciences, il n'a pas autant d'ambition qu'auparavant, mais malgré sa vie banale, c'est un homme comblé, marié, père de famille et il changerait sa vie pour rien au monde. Au début du roman, Jason est invité à une soirée pour célébrer le prix prestigieux d'un de ses anciens collègues qui est donc resté scientifique lui. Et donc il va se rendre à cette soirée, il va converser un petit peu avec son ami et lorsqu'il s'en va, il va se faire kidnapper. Et à son réveil, il y a des choses qui vont pas. Son entourage est un peu bizarre. Sa maison, c'est sa maison mais en même temps c'est plus sa maison. Sa femme, c'est pas sa femme. Et son enfant n'existe pas. Je ne vous en dis pas plus puisqu'il faut découvrir ça à la lecture. Mais sachez qu'on le découvre assez rapidement. Hein. Olivia et moi, à la fin du premier chapitre ou du deuxième chapitre, je sais plus, on savait déjà ce qui s'était passé et c'est quand même assez clair pour le lecteur. Hein. C'est pas nous qui avons la science infuse. C'est assez clair pour le lecteur. Ça l'est pas forcément pour notre personnage principal. Mais quand les pièces du puzzle vont s'emboîter... Voilà. Je vous en dis pas plus. Mais...
Sachez que je me suis régalée. J'ai l'impression que Blake Crouch il écrit des thrillers sur base de science-fiction ou alors de la science-fiction sur base de thriller. Comme vous voulez, dans tous les cas, on mélange les deux genres et ça marche super bien. Et pour celles et ceux qui auraient peur que la science-fiction soit trop compliquée à comprendre pour apprécier la lecture, pas du tout. Pas du tout. Sachez que moi, je suis pas du tout une matheuse, je suis pas du tout une scientifique. J'ai fait un bac L. Mais l'auteur, sans forcément vulgariser la science, nous présente des notions, des termes et même des événements qui sont tirés par les cheveux et en même temps, quand on y réfléchit, ben ça peut carrément marcher. Bref, on n'a pas besoin d'être calé en sciences, en physique, pour comprendre et apprécier ce roman. D'autant plus que les événements s'enchaînent. On n'arrête pas une seconde, c'est un véritable page-turner, impossible à lâcher. Et sachez que même si on sait à peu près où on va, les plot twists m'ont renversé la tête. Il y a des choses que j'ai pas vu venir et encore une fois la lecture de ce roman, c'était déjà le cas avec Wayward Pines mais c'est aussi avec celui-ci. J'étais assez expressive à ma lecture, assez surprise mais surprise et expressive. D'habitude la surprise je la garde, je la sens dans la tête mais je l'extériorise pas et avec Blake Crouch, je peux pas m'empêcher de lâcher des O et des A et des mais c'est pas vrai à la lecture. Dernière petite précision avant de passer à un autre roman, et c'est quelque chose que j'attendais pas. Je pensais pas que je retrouverais cet élément-là à la lecture de ce roman, et pourtant, et à Olivia ça l'a frappé aussi, c'est une belle histoire d'amour, c'est une belle déclaration d'amour, puisque notre personnage Jason, comme il va tout faire pour retrouver sa vie, c'est en réalité pour retrouver sa femme et son fils. Il veut absolument retrouver sa famille, peu importe ce qu'il va en coûter. Et c'était extrêmement beau à lire, déchirant parfois. Vraiment, le mec ne lâche rien et c'est super beau. Et dernière chose, c'est un point que j'ai retrouvé en commun avec Wayward Pines et je pense que c'est quelque chose que je retrouverai dans les autres titres de l'auteur. J'aime bien cette façon qu'il a de jouer et de dénoncer le syndrome de Dieu. Je vais essayer de rester vague pour pas vous gâcher l'intrigue de celui-ci, ni même celle de Wayward Pines, mais on va retrouver ce thème d'un personnage qui se permet de jouer avec certaines notions de physique, de science, pour changer une partie de la société. C'est extrêmement dur de pas vous spoiler, mais on retrouve donc cet élément d'un personnage qui joue à Dieu finalement, qui joue à c'est moi le plus fort et je vais faire ce que moi je veux pour l'humanité. Bref, pour Dark Matter, 4,5 étoiles. Excellent. Impossible à lâcher. Et comme j'ai vraiment adoré ce thriller science-fiction avec Blake Crouch, je me suis dit que j'allais me lancer dans la découverte d'un autre titre assez, pas forcément semblable, mais qui reprend un petit peu les mêmes codes. Et comme j'avais un crédit audio, je l'ai écouté en audio. C'est donc ma lecture audio de septembre. Écoutez, je me suis lancée dans la découverte de Projet Dernière Chance de Andy Weir. Ça faisait un moment que je le voyais passer et je me suis dit, bon, c'est le moment ou jamais que je me lance. Je suis dans ma période entre guillemets science-fiction thriller. Ça peut marcher. Pour le résumé de celui-ci, je vais rester assez vague parce que je trouve que au moins on en sait, au mieux on se porte. Ça vaut vraiment le coup de découvrir tout ça à la lecture. Dans ce roman, on va se réveiller dans la peau de notre personnage principal qui ne se souvient pas de son nom, qui ne sait pas trop ce qu'il fait là. Il a perdu la mémoire, mais assez rapidement quand même, il va se rendre compte qu'il est dans l'espace. Je vous le dis parce que c'est pas un spoiler et il faut le savoir. Science-fiction, thriller, et donc notre personnage va se retrouver à évoluer dans l'espace. Il va vite se rendre compte qu'il est tout seul et il va essayer de démêler les nœuds de son cerveau pour savoir qu'est-ce qu'il fait là. Pourquoi il est dans l'espace? Pourquoi il est tout seul? Pourquoi il a perdu la mémoire? Et pourquoi ça revient petit bout par petit bout? Je suis assez mitigée avec cette lecture. Déjà parce que la lecture audio était sympa. Je pense qu'il y a des côtés que j'ai vraiment appréciés et il y en a d'autres où ça m'a un petit peu frustrée. J'ai trouvé que c'était assez long et du coup à la lecture audio je l'ai vachement ressenti. Je pense que si je l'avais lu avec mes yeux, ça aurait été moins long et j'aurais moins eu cette sensation de longueur. Par contre, la lecture audio est intéressante. Je peux pas vous dire pourquoi parce que ce serait vous spoiler une partie du roman, une partie de l'intrigue et ce serait vraiment dommage, mais elle est intéressante. Mais c'est aussi ce qui fait que c'est assez long. Ce qui est aussi intéressant avec ce roman, au niveau de sa structure, on reprend un petit peu les codes du thriller, où on a une partie du roman qui est dans la temporalité actuelle, où on est avec notre personnage principal et on essaie de se sortir de ce pétrin.
et il a de temps en temps des flashbacks de ce qui s'est passé sur Terre et de pourquoi au fur et à mesure il est arrivé dans ce vaisseau spatial. Et j'ai vraiment apprécié ce système de flashback où on recolle les morceaux du puzzle. C'était vraiment très bien ficelé, très intéressant, quasi jusqu'à la fin puisqu'on a le fin mot de l'histoire un petit peu avant la fin. Et malheureusement la fin, je m'attendais à un plot twist de dingue et je l'ai pas eu. Alors est-ce que je me suis trop mis la pression entre guillemets, sachant que c'était un livre hyper populaire et que la fin était assez appréciée? Je sais pas, je sais pas trop ce qui s'est passé. Moi elle m'a pas forcément plu, je la trouve trop parfaite pour notre personnage principal. Ça reste quand même une lecture que j'ai appréciée mais que j'ai moins appréciée que ce que j'espérais. Je pense que je lui donnerai un 3,5 sur 5 ou un petit 4 sur 5. Donc vous savez quoi, je vais mettre des quarts d'étoiles et du coup ce serait un 3,75 étoiles. Parce qu'on n'est pas passé loin de la très bonne lecture. C'est dommage, mais en même temps je suis pas déçue parce que je l'ai découvert et je suis assez contente de l'avoir pas forcément sorti de ma pile à lire puisqu'il y était pas officiellement, mais je suis contente de l'avoir découvert. Là aussi un roman avec pas mal de notions de physique, de chimie, de sciences, de façon générale, et c'était un petit peu plus compliqué à appréhender par rapport à Dark Matter. Les notions étaient plus importantes et en même temps on faisait quand même beaucoup appel à la logique et à la déduction, et là aussi c'était assez intéressant. Parfois un peu longué, mais intéressant. Il y a aussi un passage où notre personnage principal est en plein apprentissage d'une langue et j'ai trouvé ça assez tiré par les cheveux, mais en même temps ça peut marcher. Je vous le recommande si vous êtes fan de science-fiction thriller et n'hésitez pas à écouter la version audio si les longueurs ne vous font pas peur. En septembre, j'ai aussi donc avancé, comme je vous le disais, dans mon Reese's Book Club et j'ai lu le livre qui avait été choisi pour le mois de juillet, je crois. Je sais plus. Je vais vous le mettre ici si je m'en souviens, mais c'était donc Spectacular Things. C'est un roman contemporain dans lequel on va suivre deux sœurs. Deux sœurs qui ont différentes ambitions. Et dans cette histoire, on va suivre l'évolution de leur ambition et tout ce qu'elles sont prêtes à sacrifier pour arriver à leur fin, pour arriver à réaliser leurs rêves. C'est une très belle histoire d'amour entre sœurs, mais aussi entre mère et fille, puisqu'on a aussi le personnage de la mère qui a son importance et qui m'a beaucoup touchée. Je pense que c'est mon personnage préféré. Mais on va aussi aborder malheureusement le thème du deuil, de la résilience, et évidemment de l'ambition sur fond de foot féminin puisque c'est le point commun entre la mère et les deux filles. Elles sont passionnées de foot féminin au point de vouloir en faire une carrière professionnelle. Donc on va suivre dans cette histoire tous les tenants et les aboutissants en rapport avec ce sport, et tout ce qu'elles vont pouvoir mettre en place chacune de leur côté et parfois ensemble pour se dépasser et réaliser leurs rêves. Il y a beaucoup de parallèles qui sont faits entre la mère et les filles et c'était hyper intéressant, c'était très beau. C'était parfois un peu trop montré du doigt parce que on le comprend à la lecture et l'autrice nous le redit à travers ces personnages qui eux aussi voient le parallèle. C'était appréciable parce que ça permet l'évolution des personnages, ça leur permet de se rendre compte à quel point elles sont proches, mais c'était parfois même un petit peu trop. Ceci dit, c'était quand même une très belle histoire et j'avoue avoir pleuré à certains passages. Je peux pas vous en dire plus, malheureusement, parce que ce serait vous spoiler une partie, mais ça reste une très chouette lecture qui malheureusement n'existe pas encore en français, mais je pense que là aussi, s'il sort un jour en français, je vous pousserai à le lire parce que vraiment, c'était très beau, très bien écrit, et les thèmes abordés étaient faits de façon très intelligente. Pour Spectacular Things, je pense que je mettrai un 4 étoiles sur 5. Ensuite, j'ai lu Clytemnestre de Costanza Casati, qui était notre lecture pour le Music and Books Challenge du mois de septembre. Et le prompt au mois de septembre, c'était de lire une réécriture. Alors soit une réécriture de contes, de légendes, de mythologie, ou une réécriture d'un autre livre. Et le roman qui avait gagné les votes, c'était donc Clytemnestre. Et je l'ai lu. Et malheureusement ça n'a pas été la lecture que j'attendais. Et ici je vais carrément vous lire ce que j'ai écrit dans le Discord pour cette lecture. C'était long et fastidieux, mais je viens tout juste de terminer Clytemnestre et j'ai pas accroché. J'ai tenu à aller jusqu'au bout parce que je n'avais aucun souvenir de l'issue de la guerre de Troie pour les personnages qu'on suit dans ce roman.
mais je n'ai absolument rien ressenti à la lecture de cette histoire, hormis de l'ennui. Aucun attachement aux personnages, aucune émotion malgré les événements narrés et les caractères bien trempés de ces personnages mythiques. Je crois que le style d'écriture de l'autrice n'y est pas pour rien, mais je ne saurais pas pointer du doigt ce qui m'a gênée. J'avais l'impression qu'on me montrait les choses sans vouloir me les faire vivre, un peu comme un script. Bref, déçue de cette lecture. Je vous l'ai pas précisé, mais Clytemnestre, c'est donc la réécriture, la réinterprétation du personnage de Clytemnestre qui a plus ou moins d'importance dans la guerre de Troie puisqu'elle est la sœur d'Hélène. Hélène qui s'est parée avec Paris à Troie et qui déclenche la guerre de Troie. J'étais intéressée pour découvrir l'histoire de ce personnage parce que ça reste un personnage assez important dans l'origine de la guerre de Troie, mais dont on entend rarement parler. Et ici, Clytemnestre a là, comme je vous le disais, un caractère bien trempé. Elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle a beau être un personnage féminin qui subit le patriarcat, elle se rebelle. Elle se rebelle sans cesse, elle essaye de faire en sorte de tirer son épingle du jeu, mais en même temps j'ai trouvé que il y a des moments où le patriarcat ça l'arrange bien. Et le fait d'être une femme de pouvoir, elle se permet d'écraser certaines personnes qu'elle n'écraserait pas si elle était du même niveau qu'eux et si elle acceptait pleinement le fait d'être un personnage rebelle, d'être un personnage qui se dresse contre l'injustice. Finalement, au niveau injustice, c'est que si c'est injuste envers elle, qu'elle va faire quelque chose. Et j'ai trouvé ça assez dommage. En plus du fait où, comme je vous le disais, j'ai pas vraiment accroché au style d'écriture de l'autrice et j'ai trouvé que c'était assez long. J'avais peu d'envie de lecture quand j'étais dans ce roman. Déjà parce que j'avais pas beaucoup de temps, mais j'avais pas forcément envie de reprendre le livre pour le continuer. Je me suis fait violence pour le terminer parce que je voulais entre autres savoir ce qui se passait pour ces personnages et les personnages alentours, parce que je voulais savoir ce qu'il en était de ces personnages à la fin de la guerre de Troie, ce qui leur arrive après, et je vous avoue que j'ai oublié depuis. Donc c'était pas si intéressant que ça finalement. Bref, une lecture décevante, et je sais plus combien je lui ai mis sur Babelio, je vais aller vérifier. Écoutez, je lui ai mis la note de 2,5 sur 5, la moyenne, et je pense que je vais rester là-dessus. L'avant-dernier livre que j'ai lu en septembre, eh bien écoutez, j'ai continué ma découverte de fantasy orientale et je me suis lancée dans la lecture d'Un étranger en Hollande de Sofia Samatar. Je m'étais plongée dans celui-ci juste après Clytemnestre en me disant il faut que je parte sur de la fantasy parce que je vais pas tarder à tomber dans une panne de lecture à cause de Clytemnestre. Donc je me suis orientée vers celui-ci et vous voyez que mon marque-page est toujours à l'intérieur. C'est malheureusement l'abandon du mois. Je ne pourrais pas vous en dire trop de ce roman, tout simplement parce que je me suis arrêtée à la page 88, en plein milieu d'un chapitre, ce qui m'arrive jamais. En général, j'essaye au moins de terminer un chapitre avant d'abandonner un roman, mais là j'en pouvais plus. C'est pas que je comprenais rien à l'histoire, mais le style d'écriture est tellement lourd, tellement ambitieux, tellement poétique, qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et voilà. En 88 pages, je peux juste vous dire que notre personnage principal est fils de marchand et qu'à la mort de son père, il part pour une aventure. Pourquoi il part pour une aventure? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il va faire pendant son aventure? J'en sais rien. Quelles sont ses motivations? Aucune idée. Vraiment, j'ai pas du tout accroché et je me suis dit qu'on allait arrêter le carnage. Et donc je me suis arrêtée en plein milieu du chapitre. Là aussi, je vous en parle plus en détail dans le vlog qui est en cours. J'espère le sortir très bientôt puisqu'il me reste qu'un seul titre à lire pour vous le présenter. Donc on se donne rendez-vous un petit peu plus tard, très certainement fin octobre, début novembre. Mais abandon. Et enfin, dernière lecture du mois de septembre qui était une lecture assez rapide. C'était La librairie des chats noirs de Pier Giorgio Pulici. Et il vient tout juste de sortir en version de poche dans la collection Totem des éditions Game Master. Donc c'est celle-ci que je vous affiche, mais moi je l'ai lu sur ma Kobo en version numérique. Donc forcément, après Clytemnestre qui a été décevant et Un étranger en Hollande qui m'a plombé l'ambiance, j'avais besoin de quelque chose qui se lisait vite, quelque chose qui me happe avec du suspense. Et donc je me suis tournée vers ce roman-là puisque c'est le vainqueur de la sélection polar et thriller pour le prix Babelio 2025. Donc j'ai avancé là aussi. Et là aussi, malheureusement, je vais rester assez vague puisque je vais vous en parler dans un vlog, dans une vidéo qui est dédiée au prix Babelio 2025. Là aussi, je compte la sortir prochainement puisque j'ai bien avancé. Bref, La librairie des chats noirs, c'est un premier tome de Cozy Mystery qui est écrit par Pier Giorgio Pulici qui est un auteur de thriller italien.
Je l'avais déjà découvert avec un autre de ses romans il y a 2 ans. Je suis quasi sûre que c'était il y a 2 ans. Et j'avais bien aimé mais sans plus. Donc j'appréhendais un petit peu la découverte de celui-ci. Et dans la librairie des Chats Noirs, on va suivre donc forcément de la Cozy Mystery où on va rencontrer notre personnage principal qui est propriétaire d'une librairie. Et disons que même s'il s'y plaît dans ce métier, il n'est pas fait pour ça. Il est connu pour être acariâtre, désagréable avec ses clients et franchement on ne sait pas comment la librairie fait pour tenir. Mais il va se retrouver mêlé à une enquête puisque outre le fait que son crush absolu est une policière, l'une des victimes de l'enquête se trouve être quelqu'un qu'il connaît et on va lui demander de se rapprocher de cette personne pour la faire parler. Et de fil en aiguille, il va mêler son book club de polar à l'enquête. Sachez juste que j'ai trouvé que c'était chouette. Ça cassait pas 3 pattes à un canard, mais c'était assez chouette. Et malheureusement, le côté enquête, il prend très peu de place dans ce roman qui fait même pas 300 pages. Donc ça se lit très vite, mais malheureusement, on a plus la vie de Marzio, qui est notre personnage principal, le libraire, et son entourage que l'enquête en elle-même. Et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que, on est quand même sur le vainqueur de la sélection polar et thriller. Donc une lecture sympa en tant que telle, en tant que Cozy Mystery. En tant que vainqueur d'un prix polar et thriller, j'en suis pas sûre. Mais on s'en reparle bientôt. Pour la librairie des Chats Noirs, je pense que je mettrai la note de 3,5. Parce que c'était quand même divertissant. Encore une fois, ça cassait pas 3 pattes à un canard, mais c'était divertissant. Ça fait 1 heure que je parle, mais j'ai terminé de vous détailler mes avis lecture pour ces romans du mois de septembre. Et donc avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous mentionner ma petite pile à lire du mois d'octobre. Ça veut pas dire que je vais les lire, mais ça veut dire que j'ai envie de les lire. Et on va commencer par ceux pour lesquels je suis sûre de vous reparler très bientôt. Forcément, qui dit mois d'octobre dit la sortie tant attendue de The Will of the Many. Et donc sachez que j'ai enlevé la jaquette parce que je suis en cours de lecture et je suis à la moitié de ce pavé. Et je suis en train de vous tourner un vlog sur cette lecture là précisément, qui sortira 1 semaine après celui-ci normalement. Donc bientôt, je vous parle de The Will of the Many. Et évidemment au mois d'octobre avec le book club on va continuer la découverte du royaume des anciens et donc on va passer sur le cycle suivant qui est les aventuriers de la mer. J'ai tellement hâte parce que c'est avec celui-ci que je voulais démarrer ma lecture et tout le monde m'a dit si tu veux découvrir Robin Hobb, ne commence pas tout de suite avec les aventuriers de la mer, tu dois découvrir autre chose d'abord. Et là ça y est, il est enfin temps de découvrir les aventuriers de la mer, donc on passe sur une nouvelle intégrale, enfin je passe sur une nouvelle intégrale, mais si vous lisez les tomes de façon individuelle avec un livre, un tome, vous continuez vous aussi la découverte du royaume des anciens, mais de façon individuelle. Bref, dans tous les cas, en octobre, premier tome des aventuriers de la mer qui s'intitule Le vaisseau magique, et comme d'habitude, si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, n'hésitez pas, le lien est dans la barre d'infos, il y a juste à cliquer dessus et à nous rejoindre. Et j'ai trop hâte. Au moment où je vous parle, au moment où je vous tourne cette vidéo, on vient tout juste de commencer la lecture commune, mais moi j'ai déjà prévenu que j'aurais du retard parce que je veux d'abord terminer The Will of the Many avant de me lancer dans autre chose. Mais dans tous les cas, je vous en reparle très bientôt. Niveau lecture commune, la LC avec Living Books pour ce mois-ci, eh bien écoutez, on l'a déjà faite, donc je vous en parle très bientôt, mais sachez que ça a été rapide et j'aimerais bien terminer mes lectures du prix Babelio 2025. Il me reste cela à lire pour vous en parler très bientôt, mais je pense que ça va se lire assez vite. Et j'aimerais bien aussi continuer à dégommer ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et ma pile à lire de l'automne. Si d'ailleurs ça vous intéresse, je vous mets les vidéos dans la barre d'infos comme d'habitude. Je sais pas trop vers quoi je vais me tourner parce que j'ai envie de tout bouffer. J'ai aussi envie de découvrir les 2 romans qui sont sortis vainqueurs du Music and Books Challenge du mois d'octobre. Et cette fois-ci, le prompt, c'est de lire un roman avec une ambiance gothique et romantique. Et j'avais prévenu que comme j'ai envie de lire toute la sélection et que c'est une sélection de romans classiques très populaire. J'avais dit qu'exceptionnellement, s'il y avait une égalité entre 2 romans, eh bien les 2 romans seraient les lectures du Music and Books Challenge. Et ça n'a pas loupé, on a une égalité. Donc pour valider le niveau 2 du Music and Books Challenge ce mois-ci, on peut lire Carmilla de Sheridan Le Fanu ou Frankenstein de Mary Shelley. Et moi j'ai bien l'intention de lire les 2, parce que pourquoi choisir finalement? Et à cette pile à lire très ambitieuse, je rajoute 2 services de presse que j'ai reçus il y a quelques jours et qui me font très envie. Je vais en lire au moins un au mois d'octobre.
Si j'arrive à lire les deux, c'est que mieux parce que ce sont vraiment des lectures parfaites pour le mois d'octobre. En premier lieu, il y a Dracula à Istanbul de Ali Reza Seyfi, qui est une traduction extrêmement libre de Dracula de Bram Stoker. Extrêmement libre dans le sens où ici, Dracula ne s'appelle pas Dracula, l'intrigue ne se passe ni à Londres ni en Transylvanie, mais à Istanbul. Bref, le traducteur a fait un petit peu ce qu'il voulait avec le roman, et ça donne une histoire complètement adaptée à la sauce turque. Et je suis assez curieuse de voir ça finalement. Et l'autre titre que j'ai reçu en service presse des éditions ActuSF, qui est d'ailleurs aussi avec ce roman-là, c'est Stoker et Dracula, la fabrique d'une légende de Adrien Parti, qui est une non-fiction autour du roman de Bram Stoker justement et de toutes les recherches que l'auteur a pu faire pour bâtir son roman. Ça a l'air hyper intéressant et je pense que c'est d'ailleurs par celui-ci que je vais commencer ma découverte de ces services presse parce que je pense que ça peut être assez intelligent de découvrir toutes les recherches de l'auteur et comment il a bâti son roman de Dracula avant de redécouvrir Dracula avec cette interprétation turque. Bref, encore une pile à lire monumentale et jamais assez de temps pour tout lire. Dans tous les cas, on est arrivé à la fin de cette vidéo et comme d'habitude, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Déjà parce que j'ai bien envie de savoir ce que vous en pensez, évidemment, et aussi et surtout parce que ça soutient la chaîne. Et si vous ne souhaitez pas laisser de commentaires trop longs, pour une raison ou pour une autre, comme d'habitude, on va pouvoir y aller avec un emoji vampire. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous comptez lire sur le mois d'octobre. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis bye bye!